Et bonjour à tous, bienvenue à 20 minutes au carré, l'émission Web3 de 20 minutes. Je suis Laurent Beignet, rédacteur en chef de 20 minutes. Et j'ai la chance d'accueillir ce soir un confrère, Jean-Marc Vittori. Bienvenue Jean-Marc. Bonsoir Laurent. Vous connaissez peut-être l'émission, vous qui êtes connectés déjà. Je salue Mafiou. Oui, on n'a pas pu changer le titre, on a des petits problèmes de login aujourd'hui, mais c'est bien une émission consacrée à l'euro numérique. Pour ceux qui découvrent le concept de cette émission, c'est une émission d'1 heure qui a lieu tous les mardis soirs au Carré Champéret, d'où son nom 20 minutes au carré. Pourquoi 20 minutes? Parce qu'on y convie notamment toute la communauté 20 minutes, les mécas scriptophiles qui ont acheté les fameux NFT de 20 minutes et qui ont permis de financer le projet 20 minutes et qui sont aujourd'hui réunis sur Discord. Si le projet vous intéresse, rejoignez-nous sur Discord avec ou sans machine à écrire. On vous accueille avec grand plaisir et aidez-nous à écrire la suite. Alors ce soir, programme un peu spécifique. On ne va pas parler de NFT. On ne va pas parler de crypto-monnaie encore on va voir, on va peut-être en parler un petit peu. On va parler, je profite de la machine à écrire d'Elven pour sortir un petit peu le texte, on va parler d'une actu qui a déjà quelques mois, qui est un communiqué de presse de la Banque Centrale Européenne sur l'euro numérique. Et pour ce faire, on a invité un confrère prestigieux, Jean-Marc Vittori, que vous lisez sans doute depuis quelques années aux Échos. Mais si on vous a invité ce soir, c'est aussi parce que vous êtes membre du Conseil national numérique, j'ai failli fourcher. Du Conseil national du numérique. Voilà. Le CNUM. Le CNUM. On a déjà eu l'occasion d'avoir Adrien Badevant, qui est venu nous parler des métaverses. Exactement. Ouais. Et on s'est dit que vous étiez le bon interlocuteur pour parler de l'euro numérique, parce que vous avez travaillé sur le sujet, je crois, Jean-Marc. Effectivement, à la fois en tant que journaliste aux Échos, et puis aussi, et peut-être surtout au Conseil national du numérique, où j'ai fait un rapport avec deux autres membres du Conseil national du numérique, Joël Toledano, qui est une vraie économiste, ce que je ne suis pas, et puis un spécialiste du numérique de l'INRIA qui s'appelle Gilles Dovec, qui est un personnage très, très, très intéressant. On a fait à trois cette réflexion commune sur la numérisation de la monnaie. Voilà. Ok. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, là, vous dites que l'euro numérique, c'est peut-être un peu pointu. Qu'est-ce que c'est que ce sujet d'émission? Moi, les questions que j'ai en tête et que je vais vous poser, je ne vais pas manquer de vous les poser pendant la soirée, c'est est-ce qu'on va encore avoir des pièces? Est-ce qu'on va encore avoir des billets dans nos poches? Est-ce que la BCE va tout savoir de nos achats? Est-ce qu'on va garder un peu de liberté dans nos vies? Est-ce qu'on va vers un modèle à la chinoise? Bref, vous voyez que je suis un peu angoissé. Oui, je sens ça. On va essayer de relaxer tout ça. Et peut-être que le chat aura d'autres questions à nous poser, et notamment Mafiou, pour l'instant, qui anime ce chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de mauvaises questions, surtout sur ce sujet dont on reparlera, je pense, pas mal. Le calendrier, pour l'avoir en tête, donc vous parliez du travail préparatoire que vous aviez fait, mais là, on parle l'euro numérique, d'un projet qui pourra arriver à maturité dans combien de temps, à peu près? Mais là, le calendrier, là, maintenant, c'est 3 ans. On est dans une phase, on a une phase préliminaire qui s'est achevée il y a quelques mois, qui a ouvert sur une phase préparatoire, qui doit être une phase je crois, de 3 ans, mais sans qu'il y ait un calendrier extrêmement précis qui ait été fixé. Dans 3 ans, mais jusqu'à présent, le calendrier a été tenu. Donc ça veut dire que dans 3 ans, on pourrait avoir concrètement un euro numérique émis par la BCE? Une forme expérimentale, oui, en tout cas une première expérimentation. D'accord, et on pourrait payer avec? Et on pourrait payer avec. Alors tout ça reste à définir, reste en débat. Il faut voir que la Banque Centrale Européenne n'est pas la seule. Il y a près de 100 banques centrales dans le monde actuellement qui travaillent à des projets de monnaie numérique. Il y en a déjà une dizaine qui sont en phase d'expérimentation. Et donc la Banque Centrale Européenne n'est pas en pointe sur le sujet, même si elle n'est pas en retard. Pour qu'on comprenne, ici, il y a beaucoup d'amoureux du Web3 et beaucoup du coup d'amoureux des crypto-monnaies. Je leur fais un petit clin d'œil, ils doivent être contents quand ils regardent leur CoinGecko en ce moment, mais on parle de quoi? D'un stablecoin euro, ou on parle de quelque chose de différent? Est-ce qu'on parle d'une crypto-monnaie? On parle d'un autre type de monnaie? On parle d'une monnaie numérique qui serait émise par la Banque centrale. Et donc, le stablecoin, pour qu'il soit stable, il se réfère
à une monnaie publique, à une monnaie officielle, l'euro, le dollar, un panier de monnaie, hein, c'était le projet initial du Libra de Facebook. Et là, non, c'est la monnaie de la Banque centrale qui serait émise sous une autre forme, au lieu d'être émise sous forme de billets, de pièces ou de comptes bancaires, puisque l'essentiel de la monnaie, elle n'existe pas en billets ou en pièces, elle existe sur nos comptes bancaires. Et donc, ça serait une nouvelle forme de monnaie. Ça veut dire qu'elle est émise sur des registres de type blockchain ou ça n'a rien à voir? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, la base, c'est la blockchain. Voilà, donc, moins décentralisé, on n'est pas sur... on n'est pas moins décentralisé, pas décentralisé du tout. Centralisé, Banque Centrale Européenne. Voilà. On est, à cet égard-là, on est vraiment à l'opposé du Bitcoin, hein, qui est une monnaie entièrement décentralisée. Là, on aurait une monnaie centralisée, comme le sont les monnaies depuis 3 siècles. Et voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est on a l'impression que la monnaie, souvent, jusqu'à l'apparition du Bitcoin, on avait l'impression que la monnaie, c'était quelque chose c'était l'État, c'était centralisé, c'était un seul acteur, c'était un contrôle unique. Et ça, c'est une histoire en fait très partielle, c'est une histoire qui existe depuis 3 siècles, c'est-à-dire depuis que l'État moderne a commencé à apparaître, en Europe d'abord, puis ensuite c'est répandu dans le monde. Et donc il y a eu un lien entre l'apparition de l'État moderne et la forme moderne de la monnaie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, ma conviction profonde, c'est que ça ne sera pas le cas éternellement. D'accord. Et on va rentrer un petit peu dans les motivations de ce lancement. Mais juste avant, j'ai besoin de comprendre, à titre personnel, la différence entre une monnaie, un euro numérique, et la monnaie, on va dire, scripturale, puisqu'aujourd'hui, la majorité des euros créés ne sont pas créés sous forme de papier. Ils sont créés c'est des lignes de compte. C'est une évolution. Hein. Encore une fois, on est parti d'abord de quelque chose de très physique, hein, qui était le métal. Ensuite, on est passé au billet. Ensuite, on est passé au compte en banque. Et puis, ces comptes sont devenus numérisés. Et là, donc, on aura un support qui sera la blockchain. Mais voilà, on a déjà de l'argent numérique, mais qui n'est pas créé à l'origine sous une forme numérique. Et là, il sera créé dès l'origine sous une forme numérique, en ayant comme base une blockchain. Par un organisme centralisé, on y reviendra parce que c'est peut-être aussi un des enjeux pour la BCE d'avoir la main là-dessus. Évidemment. Justement, parlons un petit peu des motivations qui ont poussé à la création de cet euro numérique. Moi, dans ce que j'ai pu lire, on met en avant le fait que le cash, les espèces, sont de moins en moins importantes dans les échanges monétaires, qu'on a de moins en moins les uns les autres de cash dans les poches. Et de fait, moi, j'en retire quasiment jamais. Donc, on peut très bien vivre aujourd'hui sans avoir de monnaie. Pourquoi, d'après la BCE, on a besoin de cet euro numérique ? Alors, je crois qu'il y a 3 étapes qui ont amené les banques centrales à se pencher sur cette question. La première, c'est la création du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé, le protocole du Bitcoin a été annoncé, je crois, le 30 octobre 2008, c'est-à-dire 45 jours après la faillite de la banque Lehman Brothers, et ça n'est pas un hasard. Le premier Bitcoin a été miné début 2009 avec dans un texte qui était incorporé et qui faisait référence très explicitement à l'action des banques centrales pour sauver les banques. Et le Bitcoin, la promesse implicite du Bitcoin dès le départ, c'est nous, on ne fait pas comme les banques centrales. Donc dès le départ, dès l'histoire, dès la jeunesse du Bitcoin, il y a l'opposition face aux banques centrales. Nous, on ne fait pas comme les banques centrales. On n'émettra jamais plus de 21 millions moins 1 Bitcoin. Il n'y en aura jamais. Voilà, la quantité sera limitée pour l'éternité, contrairement à ce que font les banques centrales. Et donc au début, les banques centrales n'ont absolument pas vu ce petit truc qui naissait, qui valait quelques centimes. Voilà. Et puis le Bitcoin a gagné en force, il a pris beaucoup de valeur, et donc il est devenu un actif financier. À partir du moment où il est devenu un actif financier avec une certaine masse, une capitalisation, comme on dit en bourse, à partir de ce moment-là, il devenait un objet même à surveiller, surtout qu'il avait la prétention d'être une monnaie, ce que les banques centrales ont contesté, qui continuent de contester. Elles ne parlent pas de monnaie, elles parlent de crypto-actifs.
Voilà, hein, c'est la monnaie, c'est nous. Et ce truc-là, cette nouveauté, c'est un cryptoactif. Il faut surtout pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc première étape, le Bitcoin, donc créé, lancé début 2009, et puis c'est un montée en puissance lente qui commence à s'affirmer à partir du milieu des années 2010. La deuxième étape, qui a été une alerte beaucoup plus chaude, ça a été 2019. On en a déjà un tout petit peu parlé, c'est le lancement du Libra par Facebook. Et donc, le Libra est a priori, a été lancé comme un stablecoin, hein, donc une monnaie une forme très différente du Bitcoin. On n'est pas du tout dans le même... Dans l'hyper-volatilité, là, on est censé être stable. On est censé être stable avec une référence aux monnaies dites officielles, mais avec derrière un projet de monnaie qui serait une monnaie privée, gérée par Facebook, et ce qui a fait très peur aux banquiers centraux, en tout cas ce qui a fait sonner un clignotant d'alarme très fort, c'est le fait que Facebook avait à l'époque plus de 2 milliards d'usagers et donc pouvait très rapidement diffuser sa monnaie. Alors la monnaie, vous avez suivi sans doute les différents épisodes du projet monétaire du Libra, devenu Diem, et qui a été confié à la Silvergate Bank, qui est, souvenez-vous, la banque l'une des banques qui ont fait faillite en mars dernier. Donc voilà, le projet est légèrement plombé, mais ça a tout de même été une alerte très forte pour les banques centrales qui se sont dit il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on voit si on lance une alternative pour contrer ce projet d'une monnaie privée qui nous échapperait. Et la troisième étape, ça a été le confinement. Le premier confinement, et puis le confinement suivant, mais c'était surtout au moment du premier confinement, celui qui a commencé en France le 17 mars 2020, qu'on a dit il faut éviter les contacts physiques. Il ne faut plus toucher, avoir de contact physique. Voilà. Et donc, il ne faut plus s'échanger de choses, parce qu'en s'échangeant des objets, on risque de s'échanger des virus. Et donc, à ce moment-là, vous vous souvenez, les banques ont relevé le plafond à partir en dessous duquel on pouvait payer avec une carte bancaire, sans contact, c'était porté de 20, je crois, à 50 euros. Et à partir de ce moment-là, les banques centrales se sont dit... Et puis on regarde un petit peu ce qui se passait dans certains pays qui étaient très en pointe, comme la Suède ou l'Estonie, que l'argent physique, le billet, je vais sortir un billet de banque pour montrer tout de même ce que c'est, parce que vous savez peut-être plus ce que c'est, mais bon, voilà. Il y a encore un billet de banque. Et donc, ce billet de banque, c'est le lien, en fait, qu'il y a entre la Banque centrale et nous. La Banque centrale, c'est quelque chose d'abstrait, mais voilà, sur chaque billet, il y a la signature du gouverneur, du gouverneur, en l'occurrence dans la zone euro, du président de la Banque centrale européenne. Et c'est le lien qu'il y a entre la Banque centrale et chacun d'entre nous. S'il n'y a plus de billets, ce lien disparaît. Et ça a fait aussi très peur aux banquiers centraux qui se sont dit... On a un lien avec le public, et ce lien, il va disparaître. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on puisse proposer au public un autre outil par lequel il est en contact avec nous. Cet outil n'est plus physique, il est numérique, et ça serait l'euro numérique. Voilà, c'est les trois étapes. Voilà, c'est ces trois étapes qui ont amené la Banque centrale européenne et beaucoup d'autres à lancer des projets. Plein de questions qui viennent en tête. Vous évoquiez tout à l'heure la Suède. La Suède a fait finalement marche arrière sur ses projets. Oui. À un moment, il était question de ne plus créer de billets en Suède. Et puis on s'est rendu compte qu'un certain nombre en tout cas en Suède, qu'un certain nombre de personnes en avaient besoin de ces billets. Parce qu'ils sont éloignés du numérique pour X raisons, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient trop vieux pour avoir pris ce virage-là, ou des populations immigrées aussi qui n'auraient pas le même rapport au numérique, etc. Et donc il y a eu une mobilisation dans ce pays pour revenir à la création de billets, c'est ça ? Oui, il y a d'autres pays où on a eu le mouvement inverse. D'accord. L'un des pays qui a lancé son projet de monnaie numérique de banque centrale, c'est les îles Bahamas, donc on a 700 îles. Ça a été lancé après une grosse tempête qui a coupé tous les liens, et donc il n'y avait plus moyen de transporter des billets de banque dans les îles. Les gens se sont retrouvés sans moyen de paiement, et la monnaie numérique
qui pouvaient circuler par électronique. Il y avait encore de l'électricité et des émetteurs de téléphonie mobile qui fonctionnaient. Et donc, ça pouvait remplacer avantageusement, y compris dans des populations qui sont des populations défavorisées, la monnaie physique, avec moins de ruptures, avec moins de difficultés. Il y a un certain nombre de pays émergents où ça paraît, qui n'ont pas été bancarisés, qui n'ont pas eu le billet, enfin très peu le billet de banque, qui n'ont pas de compte en banque, et cette monnaie numérique est une solution. Et ce qui s'est passé aussi, très intéressant de voir ce qui s'est passé en Chine, où Alibaba et Tencent, à travers leur dispositif de commerce en ligne, ont lancé leur monnaie. Et ça a beaucoup plu en Chine parce que les Chinois, ils n'étaient pas passés, eux, par la carte de crédit. La carte de crédit, ils ne faisaient pas confiance, ils faisaient beaucoup plus confiance à leur téléphone et à l'argent qui pouvait passer par leur téléphone. Donc on peut argumenter des deux choses. Le passage au numérique peut être un facteur d'exclusion, notamment, et on pense en France aux personnes âgées, mais ça peut aussi être un formidable facteur d'inclusion pour les gens qui n'ont pas accès aux moyens de paiement qui ont existé jusqu'à présent. Parce que concrètement, on créerait son compte à la BCE ou on créerait son compte auprès des banques? Alors ça, c'est une question absolument essentielle. C'est une question qui se pose en ce moment et qui est très débattue. Les banquiers privés sont très très inquiets de cette question. Et donc il y a toute une discussion assez souterraine, mais qui est tout à fait importante. Et au Conseil national du numérique, on souhaiterait que ces discussions-là soient des discussions publiques, parce qu'en fait, ce sont des discussions qui sont éminemment politiques. Rien n'est décidé pour l'instant. Tout est en cours de fabrication, et ça serait bien qu'on en parle un peu publiquement. Je suis d'accord. Et donc, il y a un gros débat actuellement. Pour garder le lien direct avec chacun d'entre nous, la Banque centrale voudrait qu'on puisse avoir un compte chez elle, mais ça s'inquiète beaucoup les banques privées, parce que si vous déposez de l'argent dans une banque privée, que la banque fait faillite, vous avez du mal à tout récupérer. Alors, on a des dispositifs de protection, jusqu'à 100 000 € votre compte est protégé, mais au-delà, si vous avez de l'argent, il risque d'être perdu. C'est ce qui s'était passé quand la Silicon Valley Bank a fait faillite. Les dépôts n'étaient pas garantis au-dessus d'un certain montant, et donc les gens risquaient de perdre beaucoup d'argent. Si vous pouvez déposer votre argent, au lieu qu'il soit sur une banque, si vous pouvez le déposer à la Banque centrale, vous êtes sûr que la Banque centrale, elle ne peut pas faire faillite, puisque c'est elle qui fait... Si vous n'avez pas fait d'économie depuis longtemps, croyez-nous, une banque centrale ne peut pas faire faillite elle ne peut, par construction. Une banque peut faire faillite, et on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps aux États-Unis et en Europe, mais une banque centrale, elle peut toujours fabriquer la monnaie. Sa monnaie peut ne plus valoir grand-chose parce qu'on n'a plus confiance en elle, mais elle peut pas. Ça s'est déjà passé dans l'histoire, mais elle peut fabriquer sa monnaie. Donc elle a une résistance à la faillite qui est plus grande qu'une banque privée. Et donc si vous pouviez déposer tout votre argent à la Banque centrale, à ce moment-là, les banques privées auraient un manque de ressources qui serait absolument massif. Et donc le débat qui est en cours actuellement, c'est combien vous allez pouvoir déposer, vous particuliers, à la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne envisage un plafond à 3 000 €. Vous allez dire 3 000 €, dès que vous avez un peu d'économie, c'est pas grand-chose. Mais ça suffit à provoquer une bronca absolument énorme dans toutes les grandes banques européennes, avec un calcul simple que j'ai entendu un des dirigeants du Crédit Agricole faire. Il a dit, il y a plus de 300 millions d'Européens, d'habitants de la zone euro qui ont un compte en banque. Si chacun met 3 000 €, ça fait 1 000 milliards à peu près qui va manquer dans l'actif des banques. Et donc ça risque de poser un gros problème. Et donc il y a tout un débat actuellement qui est en cours entre les banques et la Banque centrale européenne sur jusqu'à combien on va pouvoir mettre à la Banque centrale européenne. On reparlera des banques tout à l'heure parce qu'il y a d'autres points qui nous intéressent aussi dans cette relation entre banque de détail et puis banque centrale. Mais je prends une question de Mafiou et ça va me permettre d'en poser une dans la foulée. Je salue aussi 28 qui nous a rejoint. Julius, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Bienvenue les gars. Si vous êtes en train de suivre cette émission et que vous n'êtes pas, que vous ne nous suivez pas, pensez à nous suivre. Rejoignez-nous aussi sur Discord. Voilà, ça c'est les messages de service. Mafiou tout à l'heure demandait si ça s'adresse en
priorité ou si les premiers clients seront les entreprises ou les particuliers de cet euro numérique et qui va rentrer peut-être dans 3 ans dans une autre phase. Est-ce qu'on va commencer par les entreprises, très concrètement? Vous avez une réponse à ça ou pour l'instant, c'est pas Alors, la Banque centrale, elle veut garder le lien avec chacun d'entre nous. Elle veut garder le lien avec les particuliers parce qu'on n'aura plus ça, ou on en aura en tout cas beaucoup moins. On en a déjà beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Il faut voir que c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître aujourd'hui. La baisse de l'argent physique est un phénomène de très long terme. Donc, elle veut garder le lien avec chacun d'entre nous. Ça peut aussi avoir des usages dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mais évidemment, il y a pour les entreprises. Mais en fait, il y a 2 projets. Il y a le projet monnaie numérique de banque centrale de détail, qui vise d'abord les particuliers, puis ensuite les petites entreprises et les un peu moins petites entreprises, et puis la monnaie numérique de gros, qui elle servirait, puisque rien encore n'est lancé, servirait aux échanges entre banques et entre très grandes entreprises. Et donc il y a 2 projets très 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 différents qui avancent à des rythmes différents et avec des choix techniques, des choix politiques qui sont aussi des choix qui ne sont pas les mêmes. Effectivement, c'est 2 choses dont on entend beaucoup parler, et cette deuxième partie sur les paiements entre banques, on l'a souvent liée à la mainmise qu'avaient notamment les Américains via SWIFT, même si à la base c'est belge, non, SWIFT. Oui, effectivement. Mais à travers SWIFT, mais aussi la nouvelle montée en puissance des acteurs du numérique dont vous parliez tout à l'heure en Chine, etc. Bref, cette crainte que ces échanges de banque à banque ne se fassent plus en euros et que du coup l'euro bien sûr que ça passe. Disparaisse un petit peu. Il y a effectivement derrière, il y a aussi une question de souveraineté nationale ou de souveraineté communautaire, et c'est l'un des autres éléments qui a amené les banques centrales à s'emparer du sujet. Hein. C'est de se dire, effectivement, l'Europe, la zone euro, elle est coincée entre d'un côté la Chine qui a son projet, et son projet de monnaie numérique est intimement lié à son projet des routes de la soie, hein, et donc pour accroître la diffusion de sa monnaie et son pouvoir monétaire sur le monde. Et de l'autre côté, les États-Unis qui effectivement ont mis en place un certain nombre d'outils et continuent de mettre en place des outils qui peuvent accroître sa puissance financière, que ça soit dans le cadre du dollar et ce qu'on peut en faire, mais aussi même autour des stablecoins. Si les stablecoins américains se diffusent, ces stablecoins, ils seront appuyés sur du dollar, et donc il y a effectivement un point de vigilance pour nous autres Européens. Excellente remarque dans le chat, c'est 28, je crois, ou c'est Mafiou, qui nous dit « Intérêt que les taux d'intérêt soient élevés pour qu'on dépose à la BCE ». On revient sur l'histoire des 3 000 € qu'on pourrait aller déposer à la BCE. L'incitation, c'est quoi? C'est d'en fait avoir une monnaie qui serait indispensable d'avoir pour faire un certain nombre de choses. On ne parle pas de rémunérer ces dépôts de 3 000 € à la BCE. Non, on ne parle pas, mais techniquement, c'est possible. Voilà. D'accord. Évidemment, rien ne l'empêche. L'idée de ces 3 000 €, hein, c'est que c'est une sécurité absolue. Donc voilà, sécurité absolue, ça se paye. Mais techniquement, rien n'empêcherait, même si aujourd'hui il n'en est absolument pas question, une banque centrale, de dire à un certain moment qu'elle rémunère à un taux positif ou à un taux négatif l'argent qui est déposé chez elle. D'accord. Là, on est dans l'incitation, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un angoissé, en tout cas aujourd'hui, je ne le suis pas toujours, heureusement pour moi, mais il y a un scénario qui s'échafaude, et on va y aller petit à petit, vous me direz si je suis dans la science-fiction ou dans la dystopie, qui repose notamment sur la défiance des gouvernements pour le cash, qui serait l'outil principal pour échapper à l'impôt ou financer toutes sortes de trafics. On ne va pas mentionner ici si on ne veut pas se faire striker, mais qu'on a tous en tête, toute forme de trafics illégaux. Est-ce que ça fait partie de la réflexion déjà à la base, cette idée que le cash, c'est sale, que ça permet de faire des choses un petit peu... que ça permet de faire des choses illégales, et qu'avec moins de cash en circulation, on aurait sans doute moins de trafic? C'est sans doute, ça fait partie inévitablement des réflexions. Avant, dans la zone euro, on avait un billet de 500 €. Hein, il a disparu. Et
ou assez largement. Je ne sais plus s'il a été complètement retiré de la circulation ou pas, mais c'était parce qu'il servait beaucoup à de l'argent sale. Si vous avez un compte en banque et que vous faites parfois, il vous arrive de faire un déplacement important, vous avez immédiatement un appel de votre banquier qui vous demande d'où vient cet argent. Et donc il y a un suivi effectivement qui est de plus en plus important pour éviter toute une série de fraudes. Donc je ne pense pas que c'est au cœur du projet de l'euro numérique, qui est plus un réflexe, encore une fois, comme je l'ai dit, défensif face à toute une série de menaces. Bitcoin, enfin, à la fois argent totalement décentralisé, grandes entreprises américaines, menaces chinoises. Le projet européen, il est vraiment en défense, beaucoup plus que pour des mesures qui pourraient se révéler attentatoires d'une manière ou d'une autre à nos libertés. Parce que dans le monde qui nous a unis avec le chat, qui est celui des crypto-monnaies, on est assez à l'aise avec les problématiques de pseudonymat qui sont en vigueur autour de Bitcoin. Là, quand on parle d'un euro numérique, est-ce qu'on a une idée du niveau d'anonymat que nous confirme? Oui, c'est encore de discussion. Enfin, encore une fois, sur ce cheminement vers les monnaies numériques de banque centrale, il y a toute une série de choix qui sont des choix qui restent à faire, qui sont des choix politiques, et le degré d'anonymat est à l'évidence l'un d'entre eux. Donc il y a des réflexions pour que sur les petites sommes, il y ait un anonymat intégral qui puisse être respecté, moins sur les grosses. Mais tout ça est en cours de réflexion. Technologiquement, ce serait possible de conférer à la même monnaie, selon le niveau de fonds détenus, de l'anonymat d'un côté, du pseudonymat de l'autre. Dans les transactions. Ouais. Et puis oui, et avec un système qui empêche qu'il y ait 100 000 transactions minuscules à un moment donné. Enfin voilà, je pense que techniquement il doit y avoir des dispositifs possibles. Et on évoquait, peut-être pas pour l'euro numérique, mais pour d'autres monnaies, la possibilité de faire des monnaies programmables. Oui, bien sûr. Donc d'envisager que, par exemple, on a ces thématiques de monnaie fondante. Ça, c'est autre chose encore. Qui disparaissent si vous les détenez trop longtemps pour vous inciter à ne pas épargner, ou des monnaies qui ne peuvent être utilisées que pour tel ou tel type des monnaies fléchées. Des monnaies fléchées. Donc, si on vous donne de l'argent pour vos allocations familiales, vous ne pouvez les utiliser que pour je sais pas, vos enfants, etc. Ça, c'est des points qui sont aussi en ce moment en train d'être débattus, évoqués, non, alors évacués. Ça, c'est beaucoup plus loin. Alors, c'est plus les geeks qui s'emparent de ces questions-là. Mais en fait, quand on y réfléchit, la monnaie, elle existe actuellement de manière très très majoritaire. C'est un outil qui est très frustre, qui a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec, et qu'avec une monnaie numérique, on peut faire. Et donc, il y a un immense champ monétaire à inventer, et ça, c'est absolument passionnant. De la monnaie intelligente. La monnaie intelligente, la smart money, mais ça, c'est la monnaie programmable, la monnaie qui circule que si un certain nombre de conditions qu'on peut vérifier automatiquement sont respectées. La monnaie fondante, c'est un très vieux projet. Il y a des théoriciens de la monnaie qui réfléchissent à la monnaie fondante depuis des années, mais quand vous voulez relancer une économie, que l'État distribue de l'argent, vous allez me dire c'est fictif. Ben non, c'est pas fictif. Il l'a fait massivement pendant l'épidémie de Covid. Il a recommencé à le faire quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée des prix de l'énergie. Et donc ça pourrait être organisé de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus immédiate, beaucoup plus ciblée aussi. Quand une économie va mal, l'État peut distribuer de l'argent et en disant si vous vous en servez pas avant 12 ou 18 mois, petit à petit, sa valeur va disparaître pour que cet argent-là soit dépensé tout de suite. Il y a un champ absolument immense qui s'ouvre, que la technologie ouvre à la réflexion là-dessus. Mais ça n'est pas l'objectif des banques centrales. Les banques centrales, comme toute institution, quand il y a une nouvelle technologie qui apparaît, elles songent à faire avec cette nouvelle technologie la même chose que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais il y a un champ absolument immense qui s'ouvre. Il se pose forcément la question du contrôle démocratique, puisque ça fait pas mal de fois ensemble qu'on se dit oui, ça c'est en débat, mais c'est en débat entre experts. C'est en débat entre experts, il faut que ce soit en débat de manière plus large. La question est d'autant plus importante dans le cadre de la Banque Centrale Européenne, parce que la Banque Centrale Européenne a été créée par un traité constitutionnel, elle est gravée dans le marbre de ce qu'on a appelé Maastricht, mais elle est gravée dans le marbre
de la Constitution, et donc il est très très difficile de la changer. De changer le statut de la Banque centrale européenne, c'est quelque chose de très très compliqué. Or, si vous regardez toutes les autres banques centrales, elles ont un contrôle démocratique qui est beaucoup plus grand. Aux États-Unis, par exemple, où se situe la Banque centrale, qui est considérée comme la plus puissante du monde, la Réserve fédérale, il y a toujours au Congrès 1, 2, 3 projets de loi pour abolir l'indépendance de la Banque centrale américaine. Et donc, quand le président de la Réserve fédérale vient témoigner, une fois tous les 6 mois devant le Congrès, il a toujours en tête l'idée que s'il déconne grave, ça peut devenir très très compliqué pour la Banque centrale. Et donc, il y a une corde de rappel démocratique là qui joue vraiment puissamment. Cette corde de rappel, elle n'existe pas ou pas aussi puissamment dans la zone euro. Alors évidemment, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, va régulièrement devant le Parlement européen pour expliquer, pour justifier les choix de la BCE. Mais c'est un contrôle qui est beaucoup plus faible puisqu'il n'y a pas la menace de perdre l'indépendance qui existe dans la plupart des autres pays. Donc la question est particulièrement importante en Europe. 28 nous dit qu'il faut que les commerces l'acceptent aussi. On revient à des préoccupations très terre-à-terre. On a cet euro numérique, on l'a déposé, on l'a obtenu. Idem, il faudra bien que dans les différents pays, on impose, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, qu'on impose le... oui, mais ça, on a fait exactement pareil pour ça. Quand il y a eu les premiers billets, les gens ils ont dit, ben non, moi je veux des pièces, je veux du métal, je veux de l'or ou de l'argent que je pourrais échanger si ça tourne mal. Et les premiers billets, ça a été très très compliqué. Et d'ailleurs, ça a été très compliqué parce qu'il y a des billets qui très vite n'ont rien valu. Ça a été la grande vague de spéculation de la rue Quincampoix de 1717 à 1720. On avait dans ce basculement le passage de l'argent métallique à l'argent papier. Ça a complètement foiré cette fois-ci. Et donc la France a eu un retard monétaire ensuite parce qu'on avait la mémoire de cet échec cuisant. Donc ça n'est pas naturel. Il y a des risques qui sont grands. En même temps, si ça maintenant c'est accepté partout, c'est parce que c'est à cours forcé. C'est obligatoire, vous êtes commerçant, je vous donne ça, vous n'avez pas le droit de refuser en disant non, je préfère du dollar, parce que je trouve que c'est plus sûr. Dans la zone euro, le paiement en euros doit être accepté, et ça c'est une obligation légale. Et donc pour une monnaie numérique, il peut tout à fait y avoir les mêmes dispositifs. Ça c'est quelque chose qu'on connaît, ça c'est quelque chose qui est balisé. Il y a beaucoup de questions qui sont très incertaines, mais ça sur le cours forcé de la monnaie, ou d'une forme de monnaie, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. On revient quand même un petit peu sur ces questions d'anonymat ou en tout cas de traçabilité. Une blockchain, globalement, ça sert quand même à enregistrer une histoire. Un historique, oui, depuis le début. Exactement. C'est comme si ce billet, on savait de main en main, par chaque main par laquelle il est passé. Et effectivement, avec la blockchain, on le sait pour l'ensemble, des transactions depuis qu'il est sorti de l'imprimerie ou de la mine. Exactement, c'est quand même un gros changement. Et on peut imaginer du coup que ces données existent quelque part et que même si aujourd'hui ces données ne peuvent pas être exploitées parce qu'on s'est entouré d'un certain nombre de précautions démocratiques autour du fonctionnement de la BCE, demain, elles puissent tomber entre des mains... Oui, il peut y avoir... le risque existe. L'anonymisation est assurée uniquement par des procédés techniques, et ces procédés techniques peuvent être craqués, mais le craquage se pose pour toutes les formes de crypto-monnaie. Le bitcoin, si l'ordinateur quantique existe vite, il va y avoir tout de même un vrai problème, parce que voilà, il y a une protection qui pourra peut-être être craquée à ce moment-là. Donc, ça existe pour toutes les formes d'actifs numériques. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais bon, et donc pour revenir à la question de l'anonymisation, là aussi c'est un débat qu'il faut avoir. Jusqu'où on anonymise, jusqu'où on anonymiser. On a bien, mais l'expérience de la blockchain, enfin du Bitcoin, pardon, à cet égard est intéressante. Puisque d'un côté on peut avoir un suivi permanent de chaque transaction, et de l'autre côté on sait qu'il a aussi servi à faire des paiements de transactions illicites. Donc on voit bien qu'il y a une tension entre l'anonymat et l'identification.
au passage le problème de l'identité numérique. Comment est-ce qu'on reconnaît votre identité numérique, celle de chacun d'entre nous, si on a notre argent qui n'est plus dans notre portefeuille, là on sait qu'il est à nous, mais qui est à la Banque centrale européenne avec des codes de protection. On sait qu'il y a des vrais problèmes d'identification qui se jouent là, mais ça, on le sait aussi pour toutes les crypto-monnaies. Oui, à la différence près qu'ici on est dans un système hyper centralisé, oui, centralisé aux mains de l'État qui, de longue date, oui, centralise d'autres types d'informations, notamment celle de l'identité. Et qui, dans certains cas, peut centraliser des données et en faire mauvais escient. On n'en a pas vu l'exemple récemment. On a eu des exemples très très lourds pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu des fichiers centralisés de population qui ont été utilisés à des fins pour lesquelles ils n'avaient pas été conçus. Et voilà, une dictature centralisée peut faire avec des outils des choses qui sont... voilà. Ça y est, j'ai mes angoisses qui remontent, voilà, alors, on peut dire d'un autre côté que le fait que la Banque centrale soit européenne, c'est même une protection par rapport à ce qui pourrait se passer dans tel ou tel pays. Puisque tel ou tel pays ne sera jamais en mesure d'exiger d'avoir accès à ces informations auprès de la Banque centrale européenne. Donc là, le fait qu'on ait une Banque centrale européenne très puissante et très indépendante est à cet égard-là plutôt une protection. J'ai une question toute bête, mais les ressources technologiques et intellectuelles, elles y sont à la BCE. Ils embauchent depuis des années des gens dont le boulot est de bosser sur ces thématiques-là. Ils y travaillent, évidemment. Alors, on peut dire qu'ils n'ont pas assez, etc. Mais non, mais ils y travaillent. La Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales, c'est équipé d'une équipe qui suit les innovations, mais qui fait plus que les suivre, qui est au cœur des dispositifs pour comprendre, pour proposer, pour organiser éventuellement, de définir des règles qui font que ça soit à peu près gérable pour chacun. Alors je regarde un petit peu le chat, on se demande dans combien de temps ça va être mis en place en France. En tout cas, on parle de 3 ans pour passer à la phase d'après. Ouais. C'est ça. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, il y aura... Non, on ne va pas basculer du jour au lendemain partout et que vous pourrez acheter votre baguette avec 1 euro numérique. Ça, on n'y est pas encore. Voilà. Vous pourrez l'acheter peut-être en Lightning d'ici là, on vous le souhaite. Une des dominantes dans la réflexion autour du Bitcoin, c'est l'école autrichienne et ce qu'elle pense des banques centrales. Alors, globalement, elle s'en défie. Elle imagine qu'un monde où les banques centrales n'ont pas de bras est un monde qui se porte mieux. C'est ce qui explique cette espèce de défiance qu'on lit un peu partout autour de ce projet d'euro numérique, peut-être étant plus exposé que d'autres à ces contenus parce que je suis un peu plus au Web3. Je tombe sur beaucoup de contenus assez angoissés à la perspective de voir cet euro numérique arriver. C'est finalement le retour en force des banques centrales qui fait peur davantage que l'outil en lui-même. Mais enfin, il y a cette histoire-là dans le numérique depuis que le numérique existe, ou au moins depuis qu'il existe avec la micro-informatique. On a une tension permanente, si vous regardez l'histoire depuis maintenant pratiquement un demi-siècle, entre des solutions qui sont extrêmement centralisées et des solutions qui sont extrêmement décentralisées. Solutions extrêmement centralisées, donc c'était IBM, ces énormes ordinateurs et qui assure le contrôle et qui veut tout maîtriser. Et puis ensuite, on a l'apparition de la micro-informatique. Et là, donc, on a des ordinateurs qui se diffusent absolument partout. Internet, on a la même chose. On a au départ, je dirais presque une utopie libertaire, extrêmement puissante, extrêmement forte et belle, d'autonomie, de liberté individuelle maximale. Donc ça, c'est le Web 1. Et puis le Web 2, c'est le contraire. On voit apparaître des géants mondiaux à une vitesse sans précédent dans l'histoire. Google, qui ont eu des milliards d'utilisateurs. Jamais une entreprise auparavant n'a acquis autant de clients ou d'usagers aussi rapidement et avec une gestion alors là extrêmement centralisée, des protocoles extrêmement centralisés dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc on voit bien que sur la monnaie, on a exactement la même tension entre d'un côté un projet vraiment d'inspiration libertarienne et autrichienne comme le Bitcoin, qui en est même l'expression la plus pure. Je pense que c'est davantage que pratiquement toutes les autres milliers de crypto-monnaies. Et de l'autre côté, le projet Facebook,
privée ou le projet banque centrale publique de monnaie numérique. Et donc cette tension-là, elle existe depuis encore une fois, depuis que le numérique s'est diffusé au plus grand nombre. Mais est-ce qu'on a raison de se méfier des banques centrales? Votre point de vue intime? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, elle est indépendante, elle a une indépendance très forte. Il y a 25 ans, avant qu'elle n'existe, j'avais inventé un scénario. Donc on savait très exactement ce que serait la Banque centrale européenne. Et j'avais dit, imaginons qu'on ait une bande de fous qui s'emparent de la Banque centrale européenne et qui disent, dès qu'il y a un quart de huitième de point d'inflation, il faut monter les taux d'intérêt à 20%. Ils cassent complètement l'économie, ils s'en fichent, c'est des intégristes. On sait que dans l'histoire, il y a eu des intégristes, y compris des intégristes économiques et financiers, qui ont fait de gros dégâts. Imaginons que on ait un président de la Banque centrale européenne qui devienne complètement fou et qu'il arrive à entraîner dans sa folie son conseil des gouverneurs. Aux États-Unis, ce cas-là se produit. On revient à ce que je racontais tout à l'heure. Il y a une loi qui est votée immédiatement pour faire disparaître l'indépendance de la Banque centrale, et c'est le Trésor américain qui reprend le pouvoir. En Europe, ça n'existe pas. Et donc la solution que j'avais trouvée, c'était qu'il y avait un jour un incendie inexplicable qui emportait tout le Conseil des gouverneurs, et donc la question était réglée. Donc ça, c'est si on a des gouverneurs qui deviennent fous, mais si on a des politiques qui deviennent fous, ils ont face à eux une Banque centrale européenne qui est extrêmement indépendante et qui est une indépendance. Alors, et quand vous discutez avec les gens de Francfort, vous la sentez. Enfin, c'est quelque chose de naturel, d'instinctif. Et donc ça, je crois que en Europe, il y a une défense qui est extrêmement forte de ce côté-là. Moi, je dirais que ça pourrait être plus compliqué aux États-Unis, et c'est déjà beaucoup plus compliqué, on le voit bien en Chine. Je pense que plus j'y réfléchis, plus je pense que l'une des raisons du durcissement politique très important qu'on a eu ces dernières années, ça a été la crainte des pouvoirs publics de voir des grandes entités privées prendre le pouvoir monétaire. Et qu'on voyait que le patron d'Alibaba, Jack Ma, a disparu mystérieusement avant de réapparaître. C'était au moment où il avait critiqué la politique économique, mais aussi la politique financière du gouvernement, et alors que la monnaie de Alipay connaissait un succès absolument colossal. Et donc, en Chine, on voit bien que là, il y a une menace qui est très grande. Je pense qu'en Europe, il y a moins de raisons d'être inquiète tout de même. J'entends. Je ne vous ai pas convaincu. Complètement, mais simplement, évidemment, comme toute rationalité, ça n'empêche pas des convictions, ils ont des convictions. Je pense notamment, et on parlait tout à l'heure des banques, et je pensais au rapport avec les banques de détail qui créent la monnaie. Ouais. En règle générale, c'est en accordant des emprunts qu'on crée la monnaie. Un programme comme celui-ci d'euro numérique, est-ce que ça permet à la BCE de reprendre la main sur la création monétaire, de décider à quel rythme on crée de l'euro? Alors, tout dépend du dispositif, là aussi, qui est mis en place. Il y a des possibilités où effectivement, la Banque centrale européenne pourrait récupérer intégralement le pouvoir de création monétaire. Je rappelle que chaque fois qu'il y a une crise financière, il y a des bonnes âmes qui rappellent le plan de Chicago de 1933, qui consistait à redonner le pouvoir monétaire intégral à la Banque centrale européenne. Et c'est des anglo-saxons qui ressortent ça. Donc des gens qui ont souvent plutôt une tradition libérale. Et à chaque fois qu'il y a une crise financière, ça ressort. Ça a été le cas en 2008. Ça a été le cas au printemps dernier, quand les banques, les banques moyennes aux États-Unis ont fait faillite, et puis le Crédit Suisse en Europe. Immédiatement, il y a eu un papier dans le Financial Times qui disait le plan de Chicago, il faut ressortir ça. Et donc ça veut dire que la Banque centrale récupère l'ensemble du pouvoir monétaire. Donc il peut y avoir d'excellentes raisons, des raisons de stabilité financière, d'argumenter en faveur de la reprise intégrale du pouvoir de création monétaire par la Banque centrale européenne. Mais on peut aussi imaginer, avec une monnaie numérique, des dispositifs où on laisse, où les banques commerciales gardent une partie du pouvoir de création monétaire. Tout ça peut se discuter.
On discutait il y a quelques mois sur ce même plateau avec Claire Balva de ce fameux euro numérique. Et un des arguments était de dire les banques, je travestis un peu, vous retrouverez la vidéo pour avoir ses propos exacts, mais les banques ne laisseront pas si facilement que ça leur monopole ou leur activité. Bien sûr. Il y a un lobbying absolument intense. Et je peux vous dire que j'ai vu des personnes que je considère comme très indépendantes, qui ont travaillé sur la question à très haut niveau. Je ne vais pas citer de nom parce que ce serait un peu compliqué mais qui en quelques mois ont viré, étaient au départ favorables à un système très très ouvert et qui remettait en fait assez largement en cause une bonne partie du pouvoir de rente qu'ont les banques, et donc travaillé dans des sphères officielles, et quelques mois plus tard, il avait été devenu beaucoup plus souple sur cette question-là. Et je pense qu'il avait subi pas des pressions, mais un lobbying, des gens qui sont venus lui expliquer pendant des semaines et des semaines pourquoi c'était dangereux pour la stabilité financière, pour le crédit, de retirer trop de choses aux banques. C'est peut-être là le seul débat qui pourrait avoir lieu entre experts, mais entre experts des banques centrales et des banques de la Banque centrale et des banques de détail. Là, il va y avoir réellement débat. Oui, là, il y a vraiment débat, mais il faut bien voir que si vous regardez les profits qui sont faits dans la finance, on a des profits et des salaires qui sont extrêmement élevés. Et quand on a des profits et des salaires qui sont extrêmement élevés, il y a tout de suite une suspicion de rente. Et il y a d'excellentes raisons. Alors, j'en ai discuté avec des banquiers qui sortent tous des arguments conventionnels pour expliquer mais non. La banque rend un service unique, irremplaçable à chacun d'entre nous, et que c'est pour ça qu'elle prend beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut démonter au moins en partie ces arguments. Et donc, dans la défense des banques face au projet de monnaie numérique de Banque centrale, il y a à la fois des arguments de bonne foi et des arguments de stabilité financière qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi des arguments de protection d'une rente dont on peut se demander si elle est totalement, intégralement, 100% légitime. J'en reformule parce que je ne veux pas laisser à penser que je m'en remettais aux banques pour nous défendre, mais simplement ce que je voulais dire par là, c'est que est-ce qu'on a vraiment une chance d'avoir un débat avec des citoyens sur ces questions qui sont quand même techniques? Je vois le chat, je les connais, ils posent moins de questions que d'habitude. C'est aussi sans doute que le thème est quand même assez difficile à appréhender. Les uns les autres, on a des vies bien remplies. Qui va vraiment pouvoir participer à ce débat public, et comment on pourrait remettre un peu de démocratie dans ce chantier en cours? Je crois que c'est un enjeu démocratique majeur. Il faut trouver les moyens. Moi, je ne les ai pas trouvés pour l'instant, mais clairement, il faut trouver les moyens de poser ces questions. Pas au plus grand nombre, parce que c'est pas le plus grand nombre, je pense, qui se penchera là-dessus. Mais on peut même avoir un débat beaucoup, beaucoup plus ouvert que maintenant. Et il ne faut surtout pas que ce débat soit uniquement technique, parce qu'encore une fois, c'est un débat très politique, avec d'un côté l'intérêt général, qu'on peut le définir ou le pressentir, et de l'autre des intérêts privés qui défendent légitimement leurs intérêts, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien changer à l'organisation. Nos représentants politiques, je pense notamment aux députés, aux sénateurs, en débattent. Il y a des... Non, ils sont très très loin de ça pour l'instant. Par manque de connaissances ou par manque d'intérêt? Par manque de connaissances, par manque de curiosité, par manque de temps, par manque de conscience de l'ampleur des enjeux aussi, je pense. Et le Conseil national du numérique, dans ce cas spécifique, vous avez des actions pour essayer de les sensibiliser, comme vous avez pu le faire sur d'autres sujets? On l'a fait un petit peu, oui. Ouais. On tente de le faire. Okay, les questions monétaires ne sont pas les plus faciles. Vous parlez à un convaincu, ici, c'est pas évident. Coucou les 20 minutes, message personnel pour Lolo. On kiffe avec Gabi. Je pense que c'est quelqu'un que je connais bien et que je salue. Je pense que lui aussi était ravi de cet échange avec vous, Jean-Marc Vittori. Vrai plaisir. Sujet complexe, je pense qu'on en reparlera dans nos colonnes. Peut-être pas dans cette émission, et en tout cas, à coup sûr, pas dans ce studio. Message de service, les amis. On va faire une pause sur 20 minutes au carré, parce que le carré ne nous accueille plus. On sort du carré, le carré Champéret, où se situe ce studio depuis maintenant plus d'un an qu'on vous communique avec vous, nous chasse
enfin en tout cas nous on en part. On va trouver de nouveaux locaux un peu plus loin à Levallois. Je ne sais pas comment ils s'appelleront, mais on les a bientôt. Et donc on va créer un nouveau studio, etc. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc pendant ce temps, on se met en pause. On vous encourage à nous rejoindre sur Discord pour discuter un petit peu de la suite, des thématiques qui vous intéressent. Et on va réfléchir ensemble à comment on peut les traiter en attendant de reprendre, je l'espère très vite, l'émission, sous cette forme ou sous une autre. À vous de nous le dire. Vous êtes, comme vous le savez, aux commandes. C'est vous qui avez les mains sur le clavier de la machine. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori. Merci Laurent. C'était un vrai plaisir et à très vite. Quand vous voulez.